un immense honneur d'être aujourd'hui aux côtés de Jocelyne Chassard et d'Angelo Muti. Angelo Muti qui me fait un petit peu penser à Émile Zola qui courageusement a pris la parole pour défendre une personne qui était étrangère à sa famille et qui s'appelait Alfred Dreyfus. Pour ça, Émile Zola a été condamné à 1 an de prison, 3000 francs d'amende. À l'époque, c'était une somme importante et il a dû fuir en Belgique. Aujourd'hui, nous savons tous que Émile Zola est au Panthéon. Alors, je ne dis pas que Angelo finira au Panthéon, mais il est dans mon Panthéon, ainsi que Jocelyne. Et vraiment, c'est un grand honneur d'être avec 2 citoyens comme vous. Voilà. Alors bien, vous l'avez compris, tous les 3, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre une administration, un pouvoir qui nous malmène. Et comme on l'apprend à l'école, si on étudie Montesquieu, lorsqu'une injustice est commise, eh bien, c'est une menace faite à tous. Alors, messieurs, dames, vous avez le bonheur aujourd'hui, et ça me réjouit, de ne pas connaître de difficultés comme celles que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas. Pour ma part, je ne connais pas de difficultés, parce que pour moi, c'est un devoir de lutter lorsque le droit est bafoué. Voilà. Alors nous sommes en guerre, et quand on est en guerre, eh bien, il faut se référer à des combattants. Aujourd'hui, je crois que nous fêtons Jeanne d'Arc ici à Reims. Pour ma part, je viens de Chinon. Chinon, donc, je suis établi maintenant à Reims, et donc j'ai suivi le chemin de Jeanne d'Arc, puisqu'elle est venue en 1400 et quelques chercher Charles VII au château de Chinon pour lui demander de se faire couronner roi de France à Reims. Alors, comme nous l'a dit Angelo, comme nous le dira Jocelyne, la justice, elle n'était pas parfaite par le passé, et je crois qu'elle ne l'est toujours pas. On peut prendre des exemples récents. À Reims, on a vu par exemple un certain Patrick Dils, condamné en appel lorsque son procès a été révisé. Et personne parmi nous, si nous avons des enfants ou des petits-enfants, nous sommes à l'abri de voir un membre de notre famille condamné de façon injuste. Voilà. Donc, ce qui concerne Angelo, ce qui concerne Jocelyne, me concerne. Voilà, c'est pour ça que je prends la parole pour les servir un peu de porte-voix à leur cause et par la même occasion à la mienne. Et donc, par exemple, le statut de fonctionnaire a été modifié en octobre 1946. Il y a eu un statut des lanceurs d'alerte qui a été mis en œuvre en 2016. Et puis, le délit de harcèlement moral a été reconnu dans le droit en 2002. Et il y a la possibilité aussi pour un fonctionnaire, notamment, d'exercer son droit de retrait lorsqu'il est menacé dans ses fonctions. Eh bien, il faut savoir, mesdames et messieurs, que toutes ces protections, elles sont allègrement contournées par les administrations lorsque vous les exercez. Ce qui fait que on peut avoir sur le papier, sur les frontons des mairies, où il est écrit liberté, égalité, fraternité, être protégé, mais on ne l'est pas forcément. Et dans les faits, comme vous allez pouvoir l'entendre pour ce qui me concerne, ou pour Jocelyne, nous ne le sommes pas. Je me réfère aux guerriers, notamment au général de Gaulle, qui tout seul a décidé de ne pas baisser les bras, de ne pas déposer les armes, et qui a créé donc, pendant son mouvement de résistance, l'ordre qui est pour moi le plus honorable, c'est l'ordre des Compagnons de la Libération, qui a pour devise Patriam servando victoriam tulit. En servant la patrie, il obtiendra la victoire. Voilà, ça marche ça. Bien, pour ma part, donc moi je m'appelle Xavier Merlet, donc comme je l'ai déjà dit, fils d'un illettré et d'une femme qui n'est rien, ce qui ne m'a pas empêché, grâce à l'école de la République, de faire des études qui m'ont permis d'avoir une formation de pilote de ligne payée entièrement par l'État. Seulement lorsque je suis sorti de formation en 92, Air France, qui devait être mon employeur, connaissait un déficit de 20 milliards de francs. Et donc les embauches étaient totalement suspendues. Je me suis donc retourné vers mon administration, l'École nationale de l'aviation civile, qui m'a employé, alors à ma grande surprise, ainsi que mes camarades d'infortune, sous un statut de vacataire qui était totalement illégal. Voilà, c'est comme ça en France. Lorsqu'on veut vous reléguer
un statut de seconde zone. On vous dit en Algérie que vous êtes un indigène, dans les colonies que vous êtes de couleur et que vous n'avez pas d'âme. Enfin bon, pour les femmes, qu'elles ont un cerveau pas insuffisamment développé pour voter, c'est pas vieux, ça c'est jusqu'en 1944. Donc voilà, ayant été employé illégalement avec mes camarades, nous avons demandé à l'administration de régulariser notre situation, ce qu'elle a refusé de faire. Donc on ne payait ni les congés payés, ni les jours fériés, ni l'ancienneté, enfin bref. Alors au bout de 3 ans de négociations, on a mandaté un avocat, ce qui a généré le courroux de l'administration. Et celle-ci nous a imposé de signer un contrat d'1 an. Alors bien, pour certains d'entre nous, nous avons refusé. Et parce que nous étions employés à durée indéterminée, et ceux qui ont refusé, dont je fais partie, ont été virés comme des malpropres. Alors bon, pour ma part, j'ai saisi le tribunal administratif qui m'a donné raison, j'ai été réintégré. Et ensuite, j'ai pu passer un concours de la fonction publique et je suis devenu fonctionnaire. Mais mon administration avait fait appel devant le tribunal, la cour d'appel administrative de Bordeaux. Et pour me faire cesser mon combat, je pense, j'ai été harcelé dans mes fonctions de fonctionnaire au centre en route de la navigation aérienne, où je devais m'occuper, gérer les incidents et les accidents de la navigation aérienne. Donc un poste hautement politique, car les enjeux économiques sont énormes quand on sait ce que rapporte à la France, à l'Europe, mais en particulier à la France, les ventes de ces beaux joujoux que sont les avions, les Airbus. Alors donc, une fois sur mon poste, j'ai été persécuté encore et j'ai gagné devant la cour d'appel administrative de Bordeaux. Mon administration, qui n'a d'autre politique que de harceler jusqu'au dernier souffle ses victimes, a encore fait appel devant le Conseil d'État et j'ai gagné là, elle a lâché l'affaire. Et donc j'ai la fierté de pouvoir vous dire que j'ai fait avancer le droit français par une jurisprudence qui aujourd'hui ne permet plus aussi facilement à l'administration d'employer des gens qui travaillent plus que des titulaires, je peux me permettre de le dire, puisque j'ai été titulaire, avec des rémunérations bien moindres. Voilà. Mais donc après avoir gagné, j'ai, je pense, été pris en chasse par cette administration qui voulait faire de moi un exemple pour montrer aux autres que celui qui lève la tête, ne trouvera jamais la tranquillité. Alors j'ai continué à me battre, et puis en 2012, mon administration, qui n'arrivait pas après une dizaine d'années de placard à me faire craquer, a totalement changé de stratégie, et là elle a utilisé une méthode qui consiste à organiser le travail sur le mode mission impossible, c'est-à-dire qu'on vous confie des tâches qui ne sont pas réalisables, et après on peut vous reprocher de mal travailler, de pas travailler ou de refuser de travailler. Alors ayant vu venir le piège, j'ai lancé une alerte par laquelle j'ai dénoncé le harcèlement moral et j'ai exercé mon droit de retrait. Pour la première fois de ma vie, j'ai été arrêté une petite semaine, pendant laquelle j'ai reçu une lettre de mon administration qui me signalait que je devais passer une visite de reprise au bout d'une semaine. Et là, je suis passé devant le médecin de ma structure qui m'a déclaré inapte, à ma grande surprise. Alors bon, j'ai attendu et j'ai reçu une petite lettre qui m'invitait à passer une expertise psychiatrique, car mon administration avait demandé à ce que je sois placé en congé long maladie d'office, à ma plus grande surprise, alors que je n'ai jamais eu de quelconque problème de santé, et en particulier de santé mentale. Alors la stratégie, il faut le savoir, c'est celle-ci. Lorsque vous recevez une lettre de cette nature, c'est un véritable coup de poing cérébral, parce que vous vous dites je suis malade, donc j'ai perdu ma santé, je vais perdre mon salaire, je vais perdre mon travail, et tout s'effondre. Et en général, vous perdez le sommeil, vous allez voir votre médecin, vous êtes sous antidépresseur. Lorsque vous passez l'expertise psychiatrique, la première question que vous pose le médecin, c'est prenez-vous un traitement? Et si vous lui dites oui, vous prenez des somnifères, il vous dit que vous êtes malade. Et puis c'est l'autoroute vers la réforme, ce qui est recherché par l'administration, qui cherche à vous éconduire et à vous évincer. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné, j'ai tenu le coup, et puis je suis passé devant un psychiatre compétent, honnête. Alors je me
Je me dois de le remercier, alors que je ne devrais pas, mais il s'appelle Jean-Michel Avet, ça s'écrit H-A-V-E-T. C'est une des nombreuses personnes honnêtes que j'ai rencontrées et qui m'ont été très, très utiles, enfin, et surtout très agréables à connaître. Secourable. Secourable, mais enfin, il n'était pas secourable, il était honnête, quoi. Voilà. Alors donc j'ai été déclaré apte et ça c'était juste avant les vacances de Noël 2012 et mon administration, à ma grande surprise, le 21 décembre, cadeau de Noël, m'a indiqué qu'elle faisait appel. Alors eh bien je suis resté comme ça dans, j'allais dire dans l'expectative, mais je disais dans l'expertative en attendant une contre-visite. Alors vous imaginez bien que de rester pendant presque un an, puisque c'est ce qui s'est passé sans travail, sans savoir ce qui va vous arriver, ça peut vous rendre malade. Et c'est généralement ce qui se passe. Donc j'ai été convié le 5 décembre 2013 à une seconde expertise psychiatrique. Et là, à la fin de l'expertise, Valeriu Frantes, c'est l'expert qui m'a examiné, m'a indiqué qu'il me déclarait inapte. Ah, alors je lui dis quelle est la maladie. Et là, il était embarrassé et il a craqué. Et il m'a dit, on ne veut plus de vous là-bas. Alors je lui ai dit que c'était une drôle de maladie. Bien. Alors 2 jours après, j'ai envoyé un recommandé pour avoir les résultats de l'expertise, donc qui a eu lieu le 5 décembre 2013. Et les résultats, je ne les ai obtenus que le 4 juillet 2014. C'est un laps de temps très important, anormalement important, mais qui s'explique de la façon suivante. On a voulu me pourrir mes vacances, mes grandes vacances, puisque ma femme est prof et mes enfants étaient scolarisés. Et le 4 juillet 2013, j'ai reçu un courrier comme quoi l'examen n'avait pas révélé de pathologie, mais, dit l'expert, Valeriu Frantes, en se référant au document de 4 pages fourni par la hiérarchie, il conclut « On pourrait éventuellement envisager un trouble de la personnalité relationnelle sur le versant interprétatif. » Bon. Eh bien, comprenne qui pourra ce charabia, mais l'administration, elle l'a compris, et ce résultat lui a permis de me changer de poste et de me mettre dans un placard. Alors, je suis resté 4 mois encore à ne rien faire, et là, pour ne pas tomber dans le même piège, j'ai fait venir malicieusement ma femme et mes enfants au réfectoire. Nous avons mangé juste après. Ma femme a envoyé de mon ordinateur professionnel une autre alerte. Et bien le lendemain soir, j'étais convoqué par mon chef qui me faisait comprendre que, à la lecture du mail que j'avais rédigé, eh bien on percevait une souffrance chez moi, c'est-à-dire une maladie mentale. Hein. Et puis bon, le cinéma a recommencé. J'ai repassé une expertise psychiatrique, j'ai été déclaré apte, ils ont refait appel. Et là, eh bien, le résultat est tombé quelques jours après l'élection d'un certain président de la République en mai 2017. Souvenez-vous que le président de la République élu en mai 2017 a été élu sur une des promesses qui consistait à faire disparaître 120 000 postes dans la fonction publique. Parce que c'est notre projet! Quelques jours après l'élection de ce président de la République en mai 2017, les fonctionnaires zélés se sont sentis soutenus et j'ai reçu un courrier comme quoi j'étais déclaré inapte définitivement à toute fonction dans l'administration sans reclassement possible. La raison, c'est que lorsque je m'exprime, aussi bien oralement que par écrit, ce sont des logorées et des graphorées. Bon, cela m'a fait sourire car j'ai bien vite compris qu'on voulait diaboliser ma parole pour que je ne fasse pas ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que je raconte eh bien, ces choses peu reluisantes pour tous ces gens, hein, les psychiatres de connivence, le pouvoir, etc. Bien, alors là, j'ai attendu, j'ai demandé à repasser une contre-expertise, ça a été presque impossible, j'ai réussi. J'ai obtenu un document qui stipule que je n'ai aucun trouble de la personnalité, aucun problème psychiatrique. Je l'ai envoyé au comité médical départemental qui n'en a pas tenu compte. Alors, le 28 mai 2018, mon traitement ayant déjà été réduit de moitié, il allait à nouveau être coupé en 2, ce qui fait que je ne toucherai plus que le quart de mes émoluments. Eh bien, j'ai décidé de franchir un cap supplémentaire et j'ai fait une greffe de la faim royale à Reims. Donc je suis resté là-bas 2 mois, j'ai perdu 20 kilos,
j'ai eu un soutien certain et surtout la possibilité de pouvoir repasser une expertise psychiatrique. Et là, le miracle, car vous avez devant vous, messieurs, dames, un miracle vivant. Après avoir été déclaré inapte définitivement à toute fonction dans l'administration sans reclassement possible, je suis devenu apte sans restriction. Ça c'est beau, ça c'est de la médecine. Ça c'est de la médecine. Hein. Voilà, bien. Alors, eh bien, je pensais reprendre mes fonctions à Reims, mais l'administration bien avisée, ayant décelé chez moi un problème, une faiblesse mentale, n'a pas trouvé mieux que de me reconduire dans des fonctions, mais là à Orly. 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Voilà, donc là j'ai quand même été à peu près certain qu'on cherchait à me nuire. L'administration se targuait de vouloir m'aider dans un premier temps, en m'envoyant chez les médecins. Bien, alors j'ai été affecté à Paris, là, le 6 janvier 2020, dans un placard. J'attendais. Et puis bon, toutes les semaines, je me suis mis rapidement à lancer des alertes en disant que j'étais harcelé. La placardisation, c'est une forme de harcèlement. Et puis alors là, moi je suis croyant et je crois que, comme il est dit dans Anna Karénine, première phrase, la vengeance m'appartient. Il s'est produit une petite chose qui m'a été très favorable, ça s'appelle le Covid. Et donc, j'ai été confiné chez moi avec ma femme et mes enfants, en permanence. Donc au lieu d'être très loin tout le temps, j'ai été tout près tout le temps. Voilà, avec un trafic aérien qui s'est complètement effondré, qui a disparu. Suite à cela, j'ai pu petit à petit, quand le trafic aérien a repris, retourner sur mon lieu de travail où je ne faisais toujours rien, je lançais toujours mes alertes. Et puis ça a gêné l'administration parce qu'elle pensait que je finirais par craquer alors que je devenais de plus en plus fort. Et aujourd'hui, je ne me suis jamais senti aussi fort d'ailleurs. Avec Jocelyne et Angelo, là, c'est formidable. Un lapin était sorti du chapeau de l'administration. On m'a confié une tâche impossible à faire. J'ai relancé une alerte, mais là, ils ont fait comme si de rien n'était et j'ai été mis à pied 1 an. C'est une mise à pied d'1 an, ça veut dire sans traitement pendant 1 an, sans travail, c'est dur. Bon, j'en ai profité pour m'occuper encore une fois un peu plus de mes enfants, ma femme. Et je suis retourné, et là j'ai déposé plainte pour incitation au suicide. Ça a été classé sans suite, vous le savez, il ne se passe rien dans ce pays. J'ai donc vu ma plainte pour incitation au suicide classée sans suite, je le saurai ça bien après. Mais entre-temps, eh bien, j'ai été convoqué à un conseil de discipline auquel je ne me suis même pas rendu parce que, je vous le dis, je n'ai plus envie pour l'heure de servir l'actuel pouvoir. Moi, je ne peux pas exercer des fonctions de fonctionnaire dans un pays comme celui que nous connaissons aujourd'hui, notamment en raison des personnes qui gouvernent. Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Alors, moi, je tiens à servir mon pays, je suis fier d'être français, je suis bien en France, ma fille s'appelle Marianne, mais alors, je ne servirai pas le gouvernement actuel. Voilà. L'histoire l'a prouvé, ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est la détermination des individus. Et je terminerai en vous remerciant, et puis par cette petite phrase de Thucydide que j'affectionne particulièrement. Et il dit, Thucydide, l'auteur de la guerre du Péloponnèse, que ce qui fait la force d'une nation, ce n'est pas ses remparts et ses vaisseaux, mais c'est la détermination de ses citoyens. Messieurs, dames, merci de m'avoir écouté.